Toute cette semaine, nous cuisinons avec Philippe Laruelle, le chef de l'entreprise De Buyer au Val d'Ajol. Première recette de la semaine, un amuse-bouche. Apparemment avec de la châtaigne et du canard. On va faire quoi avec ça? On va faire des châtaignes en fin velouté avec une petite fricassée de châtaigne avec du magret de canard en lardon. Donc on commence par quoi, Philippe? Alors on va démarrer le velouté de châtaigne. Alors les châtaignes, c'est des châtaignes en naturel, soit on le fait devant sa télé, on les épluche, tout ça. Maintenant il y a très bonnes châtaignes françaises, surgelées au naturel. Il faut vraiment les... Donc tu me conseilles une version surgelée? Enfin, en tout cas, si je veux pas m'embêter à me faire ma petite flambée de châtaigne et à me les éplucher devant la télé. Ok. J'ai juste coupé quelques échalotes, j'ai mis une cuillère d'huile d'olive. D'accord, donc matière grasse au fond. Un tout petit peu d'huile d'olive. Oui, de l'échalote. Échalote et du céleri branche. D'accord. Voilà. Donc ça, finalement, c'est notre base de départ pour notre velouté de châtaigne. Tout à fait. Et je vais tout de suite mettre un petit peu de sel. Oui. Parce que je ne veux pas de coloration. D'accord. Là, c'est bon. On va ajouter les châtaignes. Donc, on les met. On met toutes nos châtaignes. On met toutes nos châtaignes. On va juste les faire bien les enrober. Un petit peu. Et là, je vais... Alors, on n'est pas obligé. Oui. Mais c'est meilleur. Je vais les flamber avec un peu de cognac. Ok, donc tu les flambes. Alors, il faut toujours flamber un alcool pour enlever toute l'amertume et pour qu'il ne soit pas trop présent après dans la préparation. D'accord. Voilà, là je vais recouvrir de bouillon. Donc un fond blanc de volaille, hein, si on n'a pas... Oui, bouillon de légumes. Bouillon de légumes ou simplement de l'eau. Oui. Donc je couvre à peu près à hauteur. D'accord. Je vais couvrir. On couvre et on cuit pendant combien de temps? On va cuire à peu près pendant 15-20 minutes. D'accord. 15-20 minutes. Le temps pour nous de travailler... De préparer la garniture. Ouais. Alors là, je vais faire légèrement chauffer ma poêle. Je vais tout de suite le mettre dedans. Ok. Donc là, tu es parti sur du magret. La peau grasse, là, faut qu'elle vienne fondre pour simplement venir parfumer. Donc là, c'est bon, hein, là, voilà, on a nos lardons. Oui, oui. On voit qu'ils ont recraché leur graisse. Tout à fait. Qu'ils ont coloré tout doucement. Donc là, je vais juste ajouter un tout petit peu d'échalote ciselée très finement. Donc, échalote. Du céleri branche, pareil, coupé comme l'échalote. Finalement, on retrouve ce qu'on a dans notre petit velouté, quoi, comme garniture. Et là, le magret, il recrache du sel, donc ce sera assez salé. On rectifiera juste avant de dresser, mais là, je vais juste mettre un petit peu de poivre. Hein. D'accord. Alors, ça donne quoi, nos châtaignes? On va déjà en prélever quelques-unes des jolies, là. Ah, tu les récupères? On va mettre dans la garniture, voilà. D'accord. Comme ça, on aura aussi le produit brut, enfin, en tout cas pas mixé. Voilà, j'aime bien sur un plat, quand il arrive, qu'on ait de la mâche, bien sûr, mais qu'au premier coup d'œil, on sache ce qu'on va manger. D'accord. Donc, hop, dans un blender, mixeur, on récupère et les châtaignes et le bouillon. Oui, parce que la châtaigne est très farineuse, donc elle lie. Il faut mettre pas mal enfin, en tout cas, on garde bien tout le liquide pour se velouter là, quoi. On va mettre le couvert. Ouais. Et on mixe. Et on mixe. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de le plus lisse possible. Voilà, tout à fait. Ensuite, donc tu le débarrasses. Le mettre dans notre casserole. Oui. Et là, pour l'instant, c'est une soupe de châtaigne. Oui. Pour qu'il s'appelle velouté, il va falloir un peu l'enrichir. Donc on va lui mettre un petit peu. Voilà, on va l'adoucir avec un petit peu de crème. On l'enrobe avec de la crème. Bon, après, on est en hiver, hein, de toute façon. Voilà. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre à température notre petite préparation avec les châtaignes et le magret. Et puis après, on dresse et on goûte. Donc là, c'est parti. On va dresser donc notre velouté de châtaigne. Alors, on a une belle consistance. La couleur est vraiment très, très belle. Alors là, on est sur un amuse-bouche, hein, mais on peut en faire une entrée si on souhaite. Hein. Et ensuite, on va prendre notre garniture. Tu cercles un petit peu pour t'aider. En tout cas, c'est un repère. Pour bien aider à bien mettre au centre. Belle châtaigne dessus. Hop. J'ai gardé aussi les petites feuilles du cœur de la branche de céleri. Ouais. Oui, au lieu de rajouter des pousses qui finalement n'ont pas vraiment de lien, là, autant récupérer notre produit qu'on retrouvera dans l'assiette, quoi. Et on va terminer juste avec quelques petites gouttes
de la très bonne huile d'olive qui nous a servi pour faire des petits yeux et puis pour donner un petit coup de peps au dernier moment. Super. Eh ben on va goûter. C'est beau. On y va, on goûte. Ah bah. En tout cas, c'est très joli, tu vois. Déjà, ça donne envie. C'est trop bon. On est vraiment dans une recette, tu sais, qui t'enrobe. C'est gourmand. Et ce qui est sympa, c'est d'avoir gardé effectivement la châtaigne en entier. Parce que quand tu la manges, tu l'as en 2 textures. Et ça, j'adore. Et puis, tu as le canard qui était vraiment là pour apporter de la gourmandise avec les petits légumes. C'est trop bon. Ce que j'aime bien dans ces recettes-là, on a beau dire n'importe quoi, mais un bon velouté après une journée un peu difficile de boulot, ça prend genre 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est trop bon, quoi. Voilà. Et quand tu as les joues un peu rouges de froid dehors, tu manges ça, ça te réconforte. Ah, c'est top. Première recette. Validé. Exactement, tip top. On va faire quoi ensuite, Philippe? Alors, on va faire un minestrone de crevettes. Donc là, tu as décortiqué toutes les crevettes. Tu as récupéré les carcasses pour faire, on va dire, notre bouillon de minestrone. Bouillon, pour la minestrone, ok. Les têtes, les carcasses. Ok. Même, j'ai préparé une garniture. D'accord. Donc, mes parures de fenouil, de carottes, je les ai mis dedans. C'est vraiment toute la récupération. D'accord. Je vais simplement... Voilà, je les ai mis dans ma casserole. Avec un peu de matière grasse? Non, pas du tout. Ah, d'accord, rien du tout. C'est vraiment un bouillon qu'on veut. Donc là, j'allume en dessous un feu assez vif. D'accord. J'écrase un tout petit peu. Et je vais juste les faire bien chauffer. Et là, je vais flamber au cognac. D'accord. Qu'on flambe. Alors, pendant toute la semaine, Philippe, il s'est donné un objectif, c'est tout flamber. En fait, c'est des recettes à thème. Je t'ai dit carte blanche pour les recettes. Toi, voilà. Tu t'es dit dans ta tête. Je flambe tout. Je flambe tout au cognac. Donc là, comme on n'est pas en saison, on va pouvoir mettre des tomates fraîches. D'accord. Et comme on n'est pas en saison, on va juste rajouter une cuillère de concentré de tomate. D'accord. Et ensuite... Et là, de l'eau. D'accord. Voilà, 2-3 cm au-dessus des carcasses, en fait. D'accord. Hop. On mélange, on va porter à ébullition. D'accord. Et on va laisser cuire ça 10-15 minutes à frémissement. Pas plus, pas besoin. Pas plus, là, voilà. De toute façon, l'idée, c'est tout simplement que notre bouillon se parfume avec nos carcasses et notre garniture et le concentré. Tout à fait. C'est ça. Après, on récupérera et on l'utilisera comme base, comme base pour notre minestrone. Là, ça va être un base de minestrone, mais ce bouillon-là, vous pouvez le garder, le congeler et vous en servir pour mouiller un risotto, par exemple. Un risotto crustacé, ben, vous le mouillerez avec ce bouillon-là. Ça marche. On va préparer notre base de minestrone. D'accord. La garniture qu'on va retrouver dedans. Donc, on a déjà tout coupé à peu près à la même... D'accord. Donc là, un petit peu d'huile d'olive. Oui. Et là, on va faire revenir notre garniture, finalement, qu'on va retrouver dans notre bouillon. Donc là, je vais tout de suite mettre un petit peu de lardon, mais moi, je suis resté sur le canard. Oui, tu as raison, ça change, j'aime bien. Et je vais tout de suite mettre un petit peu d'échalotes ciselées. Alors, l'échalote, c'est pour franciser un petit peu. En Italie, ils vont plus utiliser les oignons. Les petits oignons blancs, les oignons cébettes. Et là, on le fait revenir le tout. Voilà, on va faire revenir le tout. Alors, je démarre un petit peu. Et je vais tout de suite ajouter mes carottes. Des petits dés de carottes, oui. Petite brunoise de carottes. Et une brunoise de fenouil. D'accord, fenouil. Voilà, si on ne trouve pas du fenouil, on peut mettre du céleri à cette époque, par exemple. Et là, un tout petit peu de sel, toujours pareil, pour ne pas avoir de coloration. D'accord. Alors, en attendant, j'ai déjà précuit un petit peu de petits pois. Alors, à cette époque, j'ai pris des surgelés, bien évidemment. Hein. Bien sûr. Pareil, les haricots, je les ai coupés vraiment en petits tronçons. Hein. L'idée, c'est que tout se mange à la cuillère et que tout soit à la même taille. Donc, je les ai coupés en petits morceaux et je les ai blanchis également. Et des petites pâtes. Alors là, c'est des petites pâtes oiseaux. Mais normalement, c'est des petits macaronis coupés. Donc là, c'est bon. On va filtrer notre bouillon. Alors, on peut tout mettre et on va ce qu'on appelle fouler. C'est-à-dire que je vais écraser les têtes. Et donc là, ensuite, on va ajouter donc voilà, nos petits légumes qu'on a fait revenir. Voilà, je vais rajouter d'abord mes crevettes. Ah, tu vas les mettre dedans. Je vais rajouter mes haricots verts. Oui, que tu as coupés et cuits en amont. Voilà. Idem pour les petits pois, cuits déjà à l'anglaise et surgelés. J'ai pris une mesure et toutes mes garnitures ont à peu près la même quantité pour avoir quelque chose de cohérent. Hein, et donc là, tu rajoutes tes petites pâtes. Les petites pâtes. Et je vais mélanger. Mélange tout ça.
En fait, on n'a pas besoin de faire réduire le bouillon plus que ça par la suite. Il a bien réduit, j'ai préféré bien le réduire avec les carcasses pour qu'il prenne un maximum de goût. Okay. Là, tu n'es pas obligé de rapporter une seconde réduction. Là, il est déjà suffisamment puissant. Et ensuite, tu vas... Je vais venir légèrement mouiller, comme ça, un petit peu. D'accord. Pour que tout se mélange bien. Je garde mon bouillon au chaud pour après le dressage. D'accord. Donc là, c'est bon, on dresse. Voilà. Tout est bien chaud. Je vais venir mettre... Et ensuite, donc, tu ajoutes... Voilà, au dernier moment, devant les convives, on peut venir verser le bouillon. Ah, super. Voilà. On dresse la deuxième assiette, on goûte. On y va. C'est beau. Hein. En fait, c'est sympa parce que c'est plein de couleurs. Ce que je disais tout à l'heure, ce que j'adore dans ces recettes-là, c'est que, tu vois, en plein mois de janvier comme ça, c'est juste parfait. Mais tu as quand même la petite touche verte printanière apportée par les haricots verts et les petits pois. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil avec le printemps qu'on espère qui va vite arriver. Mais en même temps, voilà, on est vraiment dans une recette, en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper hydratant et c'est sain. Donc là, après les fêtes de fin d'année, tu vois, c'est parfait. C'est juste parfait après la galette, après tout. C'est ça. En attendant Pâques. Un peu de légèreté. Voilà. On va faire quoi ensuite, Philippe, après ça? Alors, on va faire une petite interprétation du Merlan Colbert avec une mousseline de céleri et un beurre maître d'hôtel. Donc là, on va mixer notre céleri que tu as cuit, céleri et pommes de terre. Voilà, du céleri boule. Oui. Pommes de terre. Oui. J'ai fait porter de l'eau avec un tout petit peu de lait et un morceau de citron dedans à ébullition. J'ai rajouté 400 g de céleri et 200 g de pommes de terre coupées en petits cubes. Ça marche. Et j'ai laissé cuire et là, je vais simplement les mixer. D'accord. Et donc ça sera... Et c'est notre accompagnement. Voilà. Notre mousseline de céleri. Hop. Ah, il y a encore des petits... Et un petit pépin. Oui. Tu as mis du citron pour que le céleri reste bien, blanc. Et on y va, on mixe le tout. Quelque chose de bien lisse. Voilà, je pense que c'est bien mixé. On va vérifier. On est bon. Voilà, on a donc quelque là, chose de bien lisse. On débarrasse dans une casserole pour garder à température et on le récupère au moment de dresser. Je vais un petit peu l'enrichir. Je vais lui mettre un petit peu de beurre, un petit peu de crème quand même. Je me doutais que ça ne pouvait pas faire que ça. Bah, c'est bon aussi comme ça, mais non, mais tu as raison. Après, avec une petite touche de beurre, la pomme de terre, le céleri, ça ne peut que bien fonctionner. Donc tu réserves, enfin tu débarrasses dans ta casserole et tu rajoutes le beurre juste après. Voilà. Donc là, je mets à feu très doux. Oui. Je vais déjà mettre un tout petit peu de beurre. D'accord. Un petit peu de crème. Un petit peu de crème pour avoir la consistance voulue d'une belle mousseline de céleri. Donc ça, on laisse de côté. Et ensuite, on va faire quoi? On va paner nos poissons à l'anglaise. T'es parti sur quel poisson? Alors, je suis parti sur le merlan parce que c'est vraiment... Là, janvier, c'est la saison du merlan. C'est un poisson qui est pas cher, mais qui est fabuleux, quand des merlans frais. Donc, un petit peu dans la farine. Je vais les paner que côté peau. Ah, d'accord. Oui, tu veux finalement garder l'idée qu'un poisson, ça se déguste nacré à cœur. Voilà. Et c'est bien pour ça que tu vas finalement paner que d'un côté. Donc là, je les ai passés un peu dans la farine. Oui. J'ai préparé de l'œuf, c'est simplement de l'œuf avec un petit peu de sel et un tout petit peu d'huile que j'ai bien fouetté. Je viens mettre là et après je viens mettre dans ta chapelure. Voilà, poser classique sur ma la chapelure. Et si tu veux, ben, t'appuies bien pour bien faire adhérer la chapelure. D'accord. Donc on a terminé de paner nos poissons, on les a réservés de côté et là on va s'occuper de notre fameux beurre. Donc c'est vraiment beurre maître d'hôtel, c'est un beurre de base. Oui. En général, on le trouve aussi sur des viandes grillées. Ensuite, donc, tu mets du jus de citron. Du jus de citron, d'accord. Pour 200 g de beurre, je vais mettre un bon citron. Mon beurre, après, je vais le mouler à la poche, enfin au tube. Oui. Et après, je vais le rouler dans le persil. Finalement, le plus long dans cette recette, c'est mélanger le beurre et le citron. Donc, après environ 3h30, non. entre le mélange, pour mélanger finalement notre beurre et notre citron, Philippe, tu as réussi. Comme quoi, c'est possible. Et là, donc, tu le mets, toi, effectivement, dans ton tube, mais à la maison, une poche. Une poche. Ça fonctionne très bien aussi. Si vous n'avez pas cet équipement-là, ça marchera aussi.
Mais il est très bien quand même. Alors, je l'ai fait à la main, mais on peut le faire avec un robot. Oui, hein, aussi. pas de problème. Je vais faire des petits boudins comme ça. Oui. Donc là, j'ai mon persil concassé. Oui. Et ensuite... Je vais les rouler dans mon persil comme ça. D'accord. Et ce qui te permet finalement... Ah oui, d'avoir quelque chose qui ajoute de la couleur dans ton assiette. Voilà, en fait, l'idée, c'est d'apporter le goût, mais l'esthétique qui va bien, quoi. Donc là, on termine ça, et puis on va cuire notre poisson. Hein, et après, on n'aura plus qu'à dresser. Voilà, ça, en attendant, je vais les mettre au réfrigérateur. Oui. On peut les mettre au congélateur et toujours en avoir après, de près, le jour où on fait une entrecôte, par exemple. Ah, je fais chauffer un petit peu ma poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive. Oui. Une petite noisette de beurre. Voilà, comme la... On va mettre 2 noisettes. D'accord. Parce que la chapelure va absorber beaucoup. Oui, c'est vrai que ça a tendance à boire un petit peu. Et en plus de ça, c'est que si on veut quelque chose de doré et joli, c'est quand même mieux. Voilà, et dans l'anti-adhésif, le beurre va m'aider à colorer sans monter trop haut en température. Donc là, il est à bonne température. Et donc là, on va passer... Et je vais mettre mes filets de poisson, donc uniquement côté... Chapelure. Chapelure. Peau. Côté peau, côté chapelure. Donc la cuisson à l'unilatérale. Voilà, tout à fait. Et donc là, on va laisser tranquillement la chaleur. Voilà, ça va demander... par le dessous. Voilà, ça va demander à peu près 3-4 minutes. D'accord. On verra hein, pour qu'un poisson soit cuit parfaitement. Si on l'aime plus, on pourra le laisser un peu plus. Mais j'aime bien quand c'est nacré. Voilà, le tour sera bien blanc et le centre, il restera un tout petit peu nacré. Et là, ce sera parfait. D'accord. Ma mousseline, je la veux très souple. Oui, c'est volontaire. Enfin, voilà. Volontaire, ouais, on le voit. On a 3 filets, donc 3 cuillères. Et ensuite, donc, on va mettre... Mon petit filet super. joliment doré. Et ensuite... Je vais zester. Zester, oui, merci. Un tout petit peu de citron, comme ça. Et ensuite, donc, t'ajoutes... J'ajoute... Le beurre. Mon beurre qui va légèrement... Nourrir et fondre dessus. Et voilà, vraiment, tout simplement. Bon, eh ben on va goûter. Oui. On dresse la deuxième et on goûte. On y va, on goûte? On y va. Allez. Il faut prendre un petit morceau de chaque. Oui, et puis un petit peu de beurre, j'imagine. Voilà. C'est divin. En fait, ce qui est bon, c'est qu'effectivement, on est sur des choses qui sont simples, mais qui se marient très très bien ensemble, qui fonctionnent bien. En plus, là, tu vois, quand j'ai croqué, j'avais un petit peu de zeste de citron qui était là pour le poisson. La cuisson du poisson est parfaite pour moi. Donc, je vous recommande vraiment l'unilatéral. Et puis, la petite touche de beurre qu'apporte la gourmandise, c'est trop, trop bon. On est vraiment, je trouve, dans une recette, tu sais, un peu régressive comme ça. Complètement régressif, oui. C'est poisson pané, purée, la petite touche de beurre, comme quand mamie nous faisait à manger. C'est trop, trop bon. Voilà, tout à fait. Super. On va faire quoi ensuite comme recette? Alors, on va faire un magret de canard à l'orange avec des navets glacés. Alors, on va commencer par faire les navets. Oui. Donc ça, c'est quel type de... Enfin, c'est du navet, il y a une particularité? Alors, c'est le navet blanc. D'accord. Comme je veux des jolis palais, j'ai pris, c'est ce qu'on appelle le radis daikon. C'est les grands navets blancs. D'accord. C'est très facile à faire des choses régulières et jolies. Quelques noisettes de beurre. On va le laisser chanter? Voilà, on va le laisser chanter. Et c'est quoi ça? Alors, pour laquer mes navets et pour faire ma sauce, j'ai eu besoin de jus d'orange. Oui. Et avant, j'ai récupéré les zestes. Donc, j'ai épluché avant, que je fais blanchir, simplement, comme ça. Tu les as émassés finement. Voilà, à l'eau froide, je porte à ébullition et je vais les laisser cuire 2-3 minutes. Et ce sera pour incorporer à ma sauce. D'accord. Dans la sauce, on aura effectivement... Donc, pas de... de confit, c'est vraiment que blanchi à l'eau. Voilà, blanchi pour que ce soit encore un petit peu craquant, mais que ce soit quand même souple sous la dent. D'accord. Et pour enlever l'amertume. Donc là, on a le beurre qui chante. Je vais mettre... On l'entend bien. Et là, tu mets donc tes petits palets de navets directement dans le beurre. Ah, je vais juste à peine les colorer. Oui. Donc là, tu vas pouvoir verser le jus d'orange, s'il te plaît. Donc là, je mets... Hop, le jus d'orange. Tu me dis stop, hein. Je mets tout? Non, encore un tout petit peu. Voilà. Le reste, on va le garder pour la sauce. Ok. Je vais baisser mon feu. Oui. À couvert? À feu doux. Oui, et à couvert? Et à couvert. Et là, dans 5 minutes, je vais regarder. Je les retournerai peut-être. D'accord. Et
Si ça manque un peu de cuisson, je rajouterai un tout petit peu de jus d'orange. D'accord. Mais normalement, ça doit aller. Et puis voilà, ils vont joliment se laquer, prendre une couleur un petit peu orangée. Et pendant ce temps, donc, on va s'occuper du canard, j'imagine. Voilà, je vais cuire je vais mettre le magret de canard à cuire. D'accord. Donc le magret, là j'ai enlevé les quelques veines, j'ai enlevé l'excédent de matière grasse. D'accord. Alors surtout pour que ça cuise bien aussi, je vais le quadriller de l'autre côté. Hein. Je vais vraiment inciser le gras. Oui, pour vraiment faciliter la cuisson. Voilà, pour faciliter la cuisson. Donc là, on le quadrille. Et là, dans une poêle de grand-mère. Oui. Pourquoi que j'ai fait la poêle acier traditionnelle. Ok. Qui va tout supporter, les cuissons fortes et tout ça. Je l'ai préchauffé. Et là, je mets mon magret côté gras. Oui. À feu assez puissant. Oui. Pendant combien de temps? Je vais le laisser à peu près 5 minutes comme ça. Oui. Ensuite, je vais enlever l'excédent de graisse. Je vais le retourner. Je vais laisser 2-3 minutes côté chair. Et après, je le retourne. Et je vais laisser, avec la chaleur de la poêle et tout ça, ce qu'on appelle se tirer. C'est-à-dire la viande va terminer de cuire toute seule. Ça va demander à peu près 5-6 minutes. Et vous aurez une cuisson parfaitement rosée. Oui, rosée. Et puis c'est vrai que l'avantage de la faire tirer, de toute façon les gens qui nous regardent le savent, hein, mais c'est aussi pour éviter, surtout sur un magret, d'avoir, quand tu le coupes dans ton assiette, énormément de sang, de jus. Alors je vais l'assaisonner. Alors donc, quand on assaisonne n'importe quoi qu'on va assaisonner, une viande, un poisson, on met toujours le poivre en premier. D'accord. Et le sel en dernier. Le poivre ou les épices, mais toujours le sel en dernier. Pourquoi? Parce que le sel, ça va tirer l'eau. Donc si je mets le sel tout de suite, le poivre, si je le mets après, il sera sur de l'eau, il sera dans la poêle, mais il ne va pas assaisonner ma chair. Voilà, ici, là, nos aises sont blanchies. Oui. Je les mets de côté. Bon. Et on va pouvoir s'occuper de notre sauce. Ça marche. Donc là, tu fais chauffer. Feu moyen, je vais mettre un petit peu de beurre. 2 petites noisettes de beurre. Et je vais tout de suite mettre des échalotes que j'ai coupées grossièrement. Et là, je vais les faire suer, caraméliser. Alors là, je ne vais pas mettre de sel, je vais tout de suite mettre un petit peu de poivre pour renforcer le goût du poivre. Hein. D'accord. Comme ça, il va bien caraméliser avec. Ouais. Donc là, on voit que ça caramélise. Hein. Tout à fait. Ça ne brûle pas, ça caramélise. Donc là, on va avoir un bon goût. Je vais redescendre toutes mes échalotes. Et là, je vais mettre du vin rouge. D'accord. L'idée, c'est de laisser réduire. Voilà. Le vin, il faut aussi le flamber, sinon on va avoir beaucoup de tanin dans la sauce et il sera beaucoup trop présent après en goût dans la sauce. Alors c'est sûr que ça flambe beaucoup moins. C'est 14-15% d'alcool, mais vous voyez que ça flambe quand même. Et là, tu laisses réduire? Donc là, je vais réduire. Le terme technique, c'est au miroir. C'est-à-dire que ça va quasiment être caramel. D'accord. Ça va. Ouais, en texture, ça doit ressembler à un caramel. En texture, et ça va être complètement, quasiment à sec. Donc là, je vais enlever l'excédent. Et ensuite, là, tu le retournes. Et là, je le retourne, donc à feu doux. Hein, là, j'ai baissé mon feu. Et là, on part pour 2 minutes, hein, c'est ce que tu disais. 2 minutes. Alors, ces temps-là, je vous les donne aussi, parce que la viande, enfin, ce qu'on va cuire avant, il faut qu'il soit à température ambiante. J'ai sorti 20 minutes avant du réfrigérateur. Et donc là, je vais... T'ajoutes donc du jus d'orange. Et là, on repart sur de la réduction. Voilà, on repart sur de la réduction, mais là, beaucoup moins. On va réduire simplement de moitié. D'accord. Et j'ajouterai un petit peu de fond de viande que j'ai. Donc voilà, là, on a réduit une moitié. Donc là, tu ajoutes ton fond brun. Voilà, mon fond brun. Alors, si on veut vraiment être puriste, un fond brun de canard. Et là, on laisse réduire un petit peu. Voilà, on va rectifier l'assaisonnement de sel, de poivre. Et on va filtrer. Tu remélanges le tout et là, on filtre. Et je vais la filtrer sur mes zestes d'orange. Ce qui permet aussi finalement de remettre à température tes zestes d'orange. Et là, on a tout qui est prêt, on va pouvoir dresser. Oui, on va bien vérifier nos palets de navets. D'accord. Et il ne nous restera plus qu'à dresser. S'ils sont bons, en tout cas, on dresse et on goûte. Voilà. Donc là, hop, on a nos petits palets. Ensuite, tu récupères donc tes tranches. On va mettre une petite tranche comme ça, un petit peu en biais. Hop.
Et ensuite, donc, tu vas déposer donc, notre petite sauce avec... Avec un petit peu de julienne. Bon, on dresse la deuxième et on peut goûter. On y va? On y va. Allez, c'est parti. C'est trop bon. En fait, on a beau dire n'importe quoi, mais l'association canard-orange, c'est un incontournable, ça fonctionne super bien. Et je trouve qu'avec le radis aussi, le navet, pardon, c'est vraiment bon. Parce que souvent, dans les navets, on a un côté effectivement amertume. Très amer, qui peut être très désagréable. Et souvent, c'est ce qui peut bloquer les gens dans la dégustation du navet. Et là, en fait, l'orange adoucit tout ça. C'est très, très bon. En plus, on est vraiment dans des produits de saison, pour le coup. Tout à fait. Les oranges, c'est en ce moment, donc il faut en profiter. Et la cuisson, effectivement, du magret est vraiment bien. Ça paraît très facile. Donc, je retesterai à la maison pour voir si ça marche. J'espère que tu y arriveras et tu m'enverras la photo. Ouais, ça marche, c'est noté. On va terminer avec un dessert? Oui, voilà, un dessert complètement régressif. Une pomme au four, mais que j'ai un petit peu retravaillé. Donc, on commence par quoi? Alors, on va vider nos pommes. Oui. Alors, bien sûr, on commence par une compotée que tu as déjà réalisée. Voilà. Donc, compotée, tu as coupé tes pommes, hein, même variété. D'ailleurs, tu me conseilles une variété en particulier? Alors, soit la variété qu'on a chez soi, soit voilà, des bonnes... Ce que j'aime bien, j'en ai pas trouvé là, mais c'est les grises du Canada. Elles sont très grosses en plus, elles sont très grosses et elles se tiennent bien à la cuisson. Donc là, j'ai simplement coupé un petit peu le fond pour avoir une base très solide. Grâce à ce petit outil-là, je vais venir creuser ta pomme. Creuser ma pomme. Pour retirer finalement... le centre, tous les noyaux. Et faire une petite entaille. J'imagine que c'est dans cette petite entaille-là que tu vas glisser cette fameuse compote de pommes que tu as réalisée en amont. Compote de pommes un peu particulière. Tu me disais aux épices, tu as mis quoi comme épices dedans? Alors j'ai simplement, c'est les épices qu'on a, mais moi j'ai mis simplement de la vanille, de la cannelle et un petit peu d'anis étoilé, de la badiane. Et ensuite, donc cette fameuse compote, j'ai laissé avec des morceaux. Oui. Et donc, tu utilises finalement cette fameuse compote aux épices pour garnir ta pomme. Voilà, tout à fait. On ne fait pas que finalement remplir la pomme, on va un peu au-delà. Pour que visuellement, on ait vraiment... On ait vraiment quelque chose de... C'est gourmand, quoi. Voilà. On a de la matière, c'est bien. Top. Ensuite, je viens remettre son petit chapeau. D'accord, attends, je te remets celui-là. Hop là. Hop, je remets. Et ensuite, tu le mets donc dans... Alors, dans une plaque, dans une cocotte. Un contenant qui va aller au four. Voilà. Parce qu'on est sur de la pomme au four. Je vais rajouter un petit peu de vanille. Oui. Un petit peu de cannelle, pareil, en bâton, que je viens un petit peu casser comme ça. Et un petit peu de badiane. Je vais mettre un petit peu de jus de pomme. Super. Donc voilà, vraiment un petit peu. Alors, si on veut, on peut mettre un peu de calvados dedans, on peut mettre... Mais comme c'est un dessert régressif et qu'on va pouvoir manger avec les enfants... Oui, l'idée, c'est effectivement de... Là, j'ai fait juste un crumble nature. Donc, tu as mis simplement... du beurre, de la farine et du sucre. D'accord. Que j'ai mélangé comme ça à la main. Oui, avec un beurre. J'aurais pu rajouter un peu de cannelle en poudre dedans si j'avais voulu. Je vais là, venir en mettre dessus. Bien partout. Oui, sur le dessus. Sur le dessus. Et ensuite... Une petite noisette de beurre sur le crumble. Ok. Et j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. D'accord. Donc là, on va l'enfourner 180 pendant une demi-heure, c'est ça? En fonction de la taille de la pomme. De toute façon, on verra bien. Hein. Super. Il va falloir qu'elle s'affaisse un peu. Elle va un petit peu se confire. T'en as préparé d'avance? On va pas attendre une demi-heure. Je savais que j'allais pas patienter. Et ça donne ça après cuisson? Voilà, je vais un petit peu les réchauffer. On va pouvoir les déguster. Oui, parce que l'idéal, c'est quand même de la manger un peu tiède. Si on veut que ce soit encore plus gourmand, une petite boule de glace vanille avec. On la repasse à température et après, nous, on dresse et on goûte. Tout à fait. Donc là, on les a remis à température. On les a fait tiédir. Je vais mettre... Et tu rajoutes un petit peu de... De jus de pomme qui s'est confit d'épices, de pommes en plus, de toutes ces saveurs. Je nappe pas dessus pour garder un petit peu de croustillant. Oui, avec le crumble sur le dessus. Bon, on dresse la deuxième et on va goûter. Bon, on y va? On y va.
Hop. C'est top. C'est vraiment bon. En fait, ce qui est sympa, je trouve, c'est d'avoir cuit ça dans le jus de pomme. Parce qu'en plus, tu as rajouté des petites épices, donc c'est encore plus parfumé. C'est super, super bon. Moi, je vous invite à rajouter une boule de glace et un petit gâteau à côté pour tremper dedans. Enfin, voilà, le truc très léger, quoi. Mais c'est vraiment trop, trop bon. Voilà, valeur sûre. Valeur sûre. Excellent. Merci à toi, Philippe. Merci, Valentine. On a passé une excellente semaine à tes côtés. Ce qui est sympa quand on vient, tu as toujours des recettes qui sont faciles, accessibles, mais qui, tu vois, qui renvoient, qui font quand même son petit effet. Donc, c'est bien. C'est top. Merci.